Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match à enjeu. Évidemment, on va parler des enjeux tactiques pour le PSG, mais j'aimerais commencer par Leipzig parce que on a tendance à croire que l'enjeu numéro un pour eux, et surtout le facteur numéro un à prendre en compte pour le PSG, c'est que c'est une équipe qui se rôde tactiquement, qui est en reconstruction, voilà, qui repose sur des individualités comme Christopher Nkunku, à qui on ne souhaite pas évidemment la réussite de ses prédécesseurs Titi parisiens qui ont affronté leur club formateur. Mais dans tous les cas, je pense que en fait, faut pas prendre cette dimension-là. Il faut plus prendre le fait qu'ils ont 0 points, qu'ils sont quatrième de la poule, que demain ils ont rien à perdre à venir nous chercher et à aller chercher le résultat parce qu'ils jouent leur peau tout simplement. Et on sait tous qu'en venant nous chercher, en imprimant un pressing par exemple, c'est le meilleur moyen de nous embêter, de nous faire déjouer bien évidemment. Donc je pense qu'il faut s'attendre à ce Leipzig-là. Bien sûr, tactiquement, ils seront bien moins rodés que le Leipzig qu'on a affronté 2 fois en l'espace de quelques mois pour 2 exploits d'ailleurs, sous Thomas Tuchel, puisque Nagelsmann est parti. Donc voilà, ils sont en rodage. Mais perso, je préfère m'arrêter vraiment sur la dimension du fait qu'ils ont 0 points et que demain, ils ont rien à perdre, tout à gagner, et qu'ils jouent leur peau, tout simplement. Voilà. Maintenant, le PSG. Alors on va s'arrêter sur ce début de saison parisien. C'est un petit peu toujours la même chose, les mêmes matchs. On prend du plaisir dans les scénarios, dans les buts à la dernière minute, mais en aucun cas sur la durée. En aucun cas sur les 90 minutes. Tu regardes un résumé des matchs du PSG ou le match en entier, tu prends autant de plaisir à regarder le résumé parce que dans les phases de possession, il n'y a pas vraiment d'automatisme, il n'y a pas vraiment de mouvement, même individuellement les joueurs ne donnent pas vraiment de plaisir, même si bien sûr par moment, voilà, ils nous font vibrer, mais c'est en aucun cas pas du tout ce qu'on attend du PSG. Bien sûr, on ne va pas cracher sur les scénarios des matchs. Gagner à la dernière minute, ça témoigne bien sûr d'un groupe qui vit très très bien, des joueurs qui croient jusqu'au bout, peut-être aussi un Mauricio Pochettino qui mène bien ses troupes, bien sûr. Parfait. Ok, contre Manchester City, qui est évidemment la référence de ce début de saison, bon, on a tout montré, sauf la possession, bien évidemment. Le réalisme devant, ok. Le fait de bien défendre, faire les efforts en équipe, y croire jusqu'au bout, ok, pas de problème. Le facteur chance aussi, voilà, on va pas lui donner trop d'importance, on va le minimiser, mais il faut quand même le signaler. Bref, en aucun cas, notre début de saison se caractérise par une maîtrise du registre de la possession, par exemple. Et donc demain, c'est vraiment ce que j'attends de ce PSG. Voilà, la possession, se créer des occasions. On rappelle quand même la stat immonde avant les 2 buts contre Angers. On n'avait pas tiré, on n'avait pas cadré sur 150 minutes quand même. Rappelons que sur ces 150 minutes, il y a le match contre Rennes avec Messi, Neymar, Di Maria, Kylian Mbappé. Bref, c'est une stat quand même qui est assez pitoyable pour le PSG, qui demain va se présenter avec quelques absents. On va revenir là-dessus parce que la réalité, c'est que encore une fois, on se plaint, ça ne changera jamais. L'actualité autour du PSG aux abords d'un match de Ligue des Champions ne tourne pas du tout autour du terrain, de la tactique, de l'essence même du foot en fait. Puisque ça tourne autour des absences, de l'infirmerie. Et là, attention, nouvelle innovation, ce qui prend le plus de place dans les médias, ce sont les histoires, que dire, les conneries de Mauro Icardi et Wanda. Alors, on va pas les juger. On n'en a rien à foutre de leur histoire, on va pas parler de ça. Le seul truc que je dirais, c'est que avant qu'on sache qu'ils loupent les entraînements, eh bien, ça s'amusait à débattre autour de leur couple et tout ça. Franchement, on s'en fout. Mais d'un autre côté, on peut absolument pas les défendre, puisqu'ils mettent tout sur les réseaux sociaux. Donc là, on peut pas du tout défendre le couple Icardi, on peut juste incriminer l'opinion publique, les débats, les particuliers bien sûr, sur les réseaux sociaux par exemple, qui débattent des affaires privées d'Icardi, voire même les médias qui les exposent et qui évidemment nourrissent ces débats et se font de l'argent là-dessus. Bref, tout ça est un peu toxique, j'aime pas ça. Par contre, à partir du moment où il a loupé un premier entraînement et aujourd'hui encore pire un second entraînement à 24 heures de la Ligue des Champions, là je me suis dit non, on peut pas rester insensible, il faut que t'en parles dans ta vidéo parce que je valide pas. Je valide pas, je cautionne pas. Moi, je le vois comme ça en fait, d'un point de vue professionnel, professionnalisme, c'est une définition qui est très subjective, le professionnalisme, puisque de l'autre côté, on peut quand même citer Kimpembe, qui est, voilà, qui a une vie privée assez tourmentée, sans l'exposer évidemment, sans rentrer dans les détails, depuis le début de saison. Voilà, il enchaîne. Voilà, il fait pas. Déjà, il étale pas sa vie privée sur la place publique. Ça, c'est tout à son honneur. Voilà. Et ensuite, évidemment, dans ses performances, bon, il est là, il est en forme, parce que de l'autre côté, Icardi, alors, dans le meilleur des cas, s'il est là contre Leipzig, et on peut pas dire que ce soit le meilleur des cas pour l'équipe, tant il sert à rien, mais
il n'est pas en forme, ça fait 1 an et demi que ça dure, et en plus, il aura loupé les 2 derniers entraînements avant la Ligue des Champions. Bref, c'est le cirque total. Enfin, pour moi, c'est le cirque. D'un point de vue professionnel, on va y revenir. Bah, pour un enterrement, la mort, ou une naissance, la vie, ok, un joueur peut louper 2 3 entraînements. Mais enfin, j'ai quand même du mal avec les histoires de rupture amoureuse, parce que dans le monde du travail, qu'on va caractériser de normal, les gens qui sont en rupture amoureuse, eh bien, ils font la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'il y a retenue de salaire. Si ils prennent un jour, tu peux pas prendre une journée de repos pour cause de rupture amoureuse, tu vois ce que je veux dire? Et auquel cas, et si on instaure ça, mais je me dis, mais c'est tellement subjectif l'amour, c'est pas une science exacte. Enfin, t'aurais ceux qui en abuseraient, qui tomberaient amoureux tous les 2 mois et qui du coup s'offriraient 4 jours de repos tous les 2 mois, et ceux voilà, qui s'inventeraient évidemment de l'amour. Bref, c'est super compliqué, c'est pour ça que je valide pas du tout Icardi. En plus, bon, il est dans son rôle de super sub, ouais super, il nous a offert la victoire contre Lyon, cool, mais enfin bon, pour 50 millions d'euros et 10 millions de salaire par an, je pense qu'on peut en attendre un petit peu plus, et la réalité c'est qu'aujourd'hui on n'en attendra pas plus, on est résigné complètement avec lui. Jusque-là, je me disais, bon, il y a Neymar, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Draxler, pourquoi pas. Allez, peut-être l'occasion de lancer un jeune en Ligue des Champions, quoique si tu les lances pas en Ligue 1, je vois pas pourquoi Pochettino les lancera en Ligue des Champions. C'est hypocrite de dire oui, Icardi se permet de s'absenter avant la Ligue des Champions. Ah, c'est hypocrite dans la mesure où qu'il s'absente ou pas, il servira à rien. Donc il peut se barrer à Milan, pas de problème. Là par contre, c'est que de l'autre côté, on a Neymar, alors qu'il y a une gêne aux adducteurs selon le club, depuis son retour en sélection. Alors depuis son retour en sélection, le club a observé ça. C'est bizarre puisqu'il s'entraîne normalement. Alors peut-être que c'est le FC Précaution qui revient. FC Précaution qui m'énerve au plus profondément de moi. Bien évidemment, on va pas y revenir, je l'ai développé dans la vidéo sur Sergio Ramos. Peut-être que c'est aussi une vraie blessure, et auquel cas bah, il enchaînerait quelques petits forfaits, notamment dimanche prochain contre Marseille. C'est ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, mais voilà. Son absence, bon, écoutez, on est habitué, hein, Neymar qui loupe 50% des matchs. On va pas changer, hein, on va pas refaire l'histoire, ça sert à rien du tout, on va pas s'attarder là-dessus. Bref, Neymar blessé, Icardi qui étale ses histoires sur la place publique et qui loupe 2 entraînements, bon ça je trouve ça très limite. Sergio Ramos qui est forfait, et puis Juan Bernat qui n'est pas dans la liste, donc si vous voulez le voir en Ligue des Champions, ce sera pas avant 2022. Voilà pour l'état du groupe parisien. Et donc l'enjeu tactique, bah, c'est de créer quand même une équipe qui gagne et qui quand même livre 90 vraies minutes. La métaphore parfaite de ce que je veux dire, c'est évidemment Lionel Messi. Ses débuts, bon, on ne peut pas vraiment les résumer à une référence aboutie sur tout un match. On peut peut-être les résumer à son but magnifique contre City, mais sinon, dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à tirer de la prestation de Lionel Messi. Donc, on attend vraiment 90 minutes. Contre Rennes, en première mi-temps, il prend le jeu à son compte. Il y a un manque de réussite qui est flagrant. C'est vrai que s'il met son coup franc, par exemple, ou si ça vendange pas, bah, c'est un match qui prend une toute autre tournure. Mais dans tous les cas, ben voilà, on perd et puis en seconde mi-temps, il s'efface complètement. Bref, Lionel Messi est attendu. Pour moi, c'est la métaphore parfaite des enjeux tactiques du PSG. On souligne aussi quand même Kylian Mbappé. Au milieu des suspendus, hein, on rappelle Di Maria qui a quand même pris 3 matchs. Certes, c'est très sévère, mais ça reste quand même sur un truc bête. On le signale. Icardi, hein, qui est allé reconquérir sa femme à Milan. Neymar, qui est blessé encore. Mbappé est là. Mbappé est là, il a beau parler dans les médias, on peut lui reprocher le fait d'avoir mal géré sa communication. On ne peut pas lui reprocher ses envies d'ailleurs, évidemment, mais comment il les a manifestées, bien évidemment. Parce que là, son interview, elle a fait parler, elle a alimenté les débats. Les réseaux sociaux sont un monde parallèle, parce qu'on l'a insulté, enfin, pas moi, mais ça l'a insulté et tout ça sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est qu'au Parc des Princes, en vrai, ça l'applaudit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et la réalité, pour moi, c'est le Parc des Princes, c'est pas les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, voilà, il faut évidemment louer bien, son professionnalisme, les blessures, les suspensions, il ne connaît pas. Bravo Kylian Mbappé pour ça, bien évidemment. Voilà, même si bien sûr, on peut revenir sur ces histoires de communication. Mais là, on va parler de foot et de l'essence même de ce jeu, qui est la régularité. Le fait, voilà, de jouer. Et on sent vraiment que Kylian Mbappé est un passionné, un vrai professionnel. Bravo. Voilà. Bon, on va commencer la composition, puisqu'on est un petit peu là pour ça. Je pense que demain, bon, il faut opter pour un milieu à 3 qui traduit un équilibre, surtout que numériquement, bon, on ne peut pas faire l'attaque à 4. Neymar, Di Maria, Icardi, incertain et les 2 autres absents. Donc, personnellement, pour remplacer Neymar, déjà, je prendrais Draxler. Je prendrais Draxler parce que
Déjà, d'un point de vue objectif, Pochettino l'apprécie. Hein, il faut quand même souligner ça. Lors des grosses échéances la saison dernière, c'est lui qui jouait, il était titulaire quand même, alors qu'on ne l'attendait pas vraiment. Bon, au final, il faisait ses matchs hein, sans surnager, mais bon, il les faisait quand même. On ne pouvait pas lui tomber dessus, il n'y avait rien à dire en termes de critique. Voilà, demain je le mets, surtout aussi d'un point de vue tactique, ça fait quand même un vrai ailier, puisque Messi, ailier droit, c'est pas franchement une réussite. J'espère demain le voir en tant que faux numéro 9 par exemple, voilà, ou numéro 10, voilà. Et puis bon, Mbappé qui sera titulaire au milieu de terrain, milieu à 3. Dans les médias, j'ai trouvé un petit peu bizarre le fait qu'il y ait une hésitation entre Wijnaldum et Herrera. Pour moi, il n'y a absolument pas débat. J'adore Herrera en ce début de saison. Dans une équipe qui n'est pas du tout structurée, là j'en reviens à l'analyse de Thierry Henry sur les débuts de Wijnaldum qui a dit il passe d'une des équipes les plus structurées d'Europe à une équipe pas du tout structurée. Donc il y a des joueurs évidemment qui ont besoin d'une structure pour performer. C'est le cas de Wijnaldum et c'est pour ça qu'il est mauvais, tout simplement. Voilà, transparent depuis qu'il a commencé avec le PSG. Bien sûr, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cela. On va pas s'éterniser sur son cas, mais dans tous les cas, je lui préfère Ander Herrera demain. Herrera qui n'a pas été pris par la trêve internationale, voilà, qui doit avoir des fourmis dans les jambes, qui a encore une fois contre Angers rendu une bonne copie. Il est limite top 3 des meilleurs joueurs, si ce n'est homme du match pour certains, parce qu'en termes de concentration, en termes d'application, ça fait du bien dans cette équipe qui du coup n'est pas du tout structurée d'avoir un joueur aussi appliqué, qui se projette. En plus, vendredi, il marque encore un but, certes hors jeu, mais voilà, ça témoigne qu'il continue à se projeter. Bref, moi, Herrera, je l'adore. C'est vraiment mon coup de cœur de ce début de saison, et c'est surtout qu'en octobre, là, ça continue. Ça continue. Ça commence à faire quand même 1 mois et demi, 2 mois qu'il est en sur-régime. Bien sûr, il va arriver dans une période de flottement. Il ne va pas maintenir ce niveau de jeu éternellement, tout comme Idrissa Gueye, parce que c'est des joueurs quand même qui ont la trentaine passée, qui ont un passé bien sûr, et on sait tous que leur niveau habituel, c'est pas le niveau qu'ils affichent depuis un mois. Voilà, c'est pas leur faire offense que de prévoir, bien sûr, une zone, voilà, un petit peu moins d'excellence. Et bien sûr, tout ça pour atténuer, on va dire, les jugements quand ils arriveront à ce moment-là. On espère que ce sera le plus tard possible. Et Herrera Gueye titulaire, aux côtés de Verratti. Alors Maurizio Pochettino a dit en conférence de presse, ça y est, enfin, ils ont compris qu'ils pouvaient l'utiliser dans une position un petit peu plus basse. Alors moi, je me demande quand même, alors déjà, Verratti, c'est quand même le gratin du football mondial. Comment, quand il est arrivé au PSG, il ne connaissait pas Marco Verratti? Et comment il a pu se tromper comme ça avec son histoire de numéro 10. On se rend bien compte que dans le dernier tiers du terrain, il ne changera jamais, il ne progressera jamais, à savoir, ce sera jamais un danger permanent ou immédiat, c'est le mot approprié, pour une défense, parce qu'il ne tire pas, parce qu'il ne prend pas de risque. Et au contraire, voilà, lorsqu'il faut ressortir les ballons, sortir d'un pressing, il est très très bon. Demain, attention, peut-être que les Allemands vont nous presser. Donc je préfère mettre Verratti un cran plus bas, voilà, même l'aligner sur les deux centraux, parce qu'en plus, après, en termes de contre-pressing, il est bon. C'est un milieu qui est capable de jouer dans un registre d'aboyeur. Et moi, vraiment, ce 4-3-3, les 4-3-3, tu as différents types d'animation. Tiens, on va se retrouver pour une palette. On se retrouve pour une palette. Switch, petite coupure, je me mets sur ma tablette et je vous fais une palette. Les amis, je suis désolé, on se retrouve comme ça avec la tablette dans mes mains pour faire la palette. Pourquoi? Parce que ça fait 3/4 d'heure que je m'enregistre avec enregistrement d'écran sur ma tablette. Et vous voyez, j'ai 6% de batterie. Ça ne marche pas. À la fin des enregistrements, à savoir 8 minutes, j'ai fait 4 fois 8 minutes, la même chose. J'ai pas accès à mon enregistrement, ça s'est désactivé tout seul sans me prévenir. Donc autant vous dire que je suis un petit peu énervé, je vais essayer de passer outre et donc de vous présenter un peu mes explications pour cette fois. Comme vous l'avez vu, en plus j'avais innové, j'ai mis des petites pastilles rouge et bleu pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Eh bien ça vient un petit peu tout gâcher cette innovation puisque là c'est pas forcément l'idéal. Alors on se retrouve pour parler de l'animation d'un 4-3-3 en 3 dimensions. Une première qui est quasi inenvisageable au PSG parce que la tactique est sûrement le dernier des soucis de Maurizio Pochettino, mais surtout parce que en termes de profil, vous allez le voir, le PSG n'est pas forcément garni pour faire ça. Quand je dis ça, c'est du Guardiola. Je l'ai développé dans mes vidéos contre Manchester City, bien évidemment. Le dispositif, la structure de Guardiola repose sur des ailiers qui vont chercher le 1 contre 1, la percussion et le centre aussi. Alors ça, c'est pas forcément très cohérent puisqu'il n'y a personne dans l'axe, pas de vrai numéro 9. Derrière, les milieux relayeurs, box-to-box, là ils portent bien leur nom, qui vont se projeter et attaquer le demi-espace. Là, on voit déjà une première faille pour le PSG, puisqu'évidemment, bon, que ce soit Gueye Herrera ou Verratti, et encore moins Paredes et Danilo, peut-être Wijnaldum, c'est quand même compliqué d'aller attaquer le demi-espace pour nos milieux de terrain. Et derrière,
Le milieu de terrain, vous le voyez, là, il y a un espace énorme qui vient être comblé par les deux latéraux, qui viennent apporter de la densité à ton milieu de terrain. C'est le dispositif de Pep Guardiola. Au PSG, bon, vous l'avez vu, c'est un petit peu compliqué à imprimer. En termes de milieu relayeur, c'est compliqué d'avoir les relayeurs qui viennent faire les efforts de projection. Et puis en termes de latéral, que ce soit Achraf Hakimi ou Nuno Mendes, je suis pas sûr que par exemple pour demain, ce soit la bonne idée de faire ça. Hakimi au milieu de terrain, pour moi c'est n'importe quoi. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus de toute façon. Par contre, il y en a un dans l'effectif qui revient de blessure et qui au milieu de terrain, on l'a déjà vu. Je parle de Juan Bernat. On l'a déjà vu jouer au milieu de terrain quand Thomas Tuchel bricolait. Des matchs dans lesquels il n'y a pas grand-chose à retenir. On se souvient, je crois que c'était dans la fameuse première saison de Tuchel de 2018-2019. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ces matchs, mais je suis sûr qu'avec un petit peu d'automatisme et de travail à ce poste-là, il pourrait être bon, ou du moins être sur le papier latéral gauche et venir se muer en milieu de terrain. Pourquoi ? Parce que Bernat, il a les qualités requises pour jouer à ce poste-là, dans l'axe. Aussi parce qu'il revient de blessure, peut-être qu'il va lui falloir du temps pour avoir le coffre nécessaire pour enchaîner les allers-retours sur son côté. Et au milieu de terrain, à l'inverse, il a les qualités techniques, je ne pense pas qu'il les ait perdues en 13 mois et demi de blessure, et aussi il est capable de se connecter avec ses partenaires dans les petits espaces. Ça c'est vraiment une qualité de Juan Bernat qui est remarquable, les petits espaces. Et puis aussi, c'est vrai qu'au poste de latéral gauche, par exemple quand on attaque dans cette zone-là, il est très bon. Là, vraiment, dans le dernier tiers, le tout dernier tiers du terrain, il est très très bon parce que dans les petits espaces. Mais en termes de centre, il arrive à le faire, mais trop souvent à ras de terre, voire quasi tout le temps. Et ça, c'est un petit peu un défaut de Bernat parce qu'il n'y a pas grand monde pour reprendre en première intention. Si Cavani était là, ok, mais là, il n'y a pas grand monde. Et en l'air, il n'y arrive pas trop. Bref, cette animation qui reposerait donc aussi sur une complémentarité avec de l'autre côté Achraf Hakimi qui lui, je le rappelle, au milieu de terrain pas possible, lui, il lui faut son boulevard. Il faut évidemment qu'il se déplace sur sa profondeur, qu'il aille la prendre, qu'il aille couper évidemment, chercher l'intervalle. Donc tu as ton ailier droit qui vient attaquer le demi-espace, Di Maria le fait très bien, Lionel Messi aussi, même si lui c'est moins le demi-espace plus l'axe pour de vrai en fait. Hakimi qui vient t'apporter de la largeur, bien sûr, pour étirer le bloc adverse. Ça, c'est une qualité d'Achraf Hakimi qu'il ne faut absolument pas sous-estimer et qu'il faut garder, en plus de ses capacités à prendre la profondeur et techniquement très bon pour se connecter, même si dans les petits espaces, il est, voilà, à la différence de Bernat, c'est pas la première de ses qualités. Et ton milieu relayeur, Gueye Verratti, qui vient chercher le demi-espace. Ça, je pense que ça peut être vraiment une animation très intéressante. Et Bernat qui vient au milieu de terrain t'apporter de la densité. Bien sûr, après, en termes de contre-pressing, tes trois milieux, ils sont attendus. Tu as ta charnière centrale qui doit gérer la profondeur. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, sachant que déjà, quand ils sont à 4 en termes d'alignement, ils peinent un petit peu. Peut-être que le retour de Sergio Ramos et une place de titulaire pour lui dans l'équipe pourrait solutionner un petit peu tous ces problèmes. Mais voilà en gros la petite animation que je voulais vous étaler en fait quand Bernat sera à fond et lorsqu'il sera sur le terrain avec Achraf Hakimi. Bon, pour demain, c'est pas le cas du tout. Je pense que demain, il faut partir pour une animation en 4-3-3 avec nos deux ailiers qui viennent attaquer l'axe, les demi-espaces et puis leurs latéraux qui viennent à vraiment arriver pour aller chercher dans le dos, les défenseurs, chercher dans le dos. Pourquoi pas s'il y a de l'espace ici, boum, perforer la défense pour se retrouver dans la surface. C'est toujours mieux de recevoir le ballon dans la surface qu'en dehors, bien sûr, pour centrer et pour étirer le bloc. Bien évidemment, voilà. Après, j'en vois venir là qui vont me dire oui, moi je préfère un 4-3-1-2, un 4-4-2. La vérité, c'est qu'au PSG, la disposition, elle n'est pas vraiment importante parce que sur le terrain, elle ne se traduit pas par une structure très précise. Le 4-3-3 du PSG, tu le vois quasi jamais vraiment très concrètement sur le terrain. On sait tous que c'est un petit peu n'importe quoi. Bref, en termes d'hommes, alors, dans l'axe, Marquinhos Kimpembe évidemment. À gauche, Lamine Mendes. À droite, Achraf Hakimi bien sûr. Verratti, je pense que là, on sera un petit peu tous d'accord pour le pérenniser à ce poste de sentinelle. Pour moi, c'est vraiment le poste auquel il faut le mettre. Et Gueye Herrera, en fait pour moi il n'y a même pas débat devant pour les deux relayeurs, c'est Gueye Herrera qui marche sur l'eau depuis le mois d'août, Herrera qui sort d'un très bon match contre Angers, bref, ils sont très très bons, ils arrivent à se projeter, ils apportent dans la surface, en plus ils sont en confiance, je vois pas pourquoi je mettrais un Wijnaldum qui en plus n'est pas en confiance, bref,
Là, les trois, pour moi, c'est indiscutable. Et puis à gauche, donc Draxler pour remplacer Neymar. Je préfère remplacer Neymar par un ailier gauche vraiment de métier. Et puis Draxler, on a voulu forcer au milieu de terrain, mais ça sert vraiment pas à grand-chose. Voilà, la vérité, c'est qu'il a jamais vraiment eu de référence à ce poste-là. Et ses plus beaux moments, il les a vécus en ailier gauche. Ses plus grands matchs au PSG aussi. Donc voilà, même si, voilà, avec bon. C'est vrai que vous allez me dire, oui, mais si tu le mets ailier gauche, Nuno Mendes, il rencontre le même problème qu'avec Neymar, là. Il est encore bouché et c'est un petit peu à résoudre pour lui. Bon, Draxler et Mendes, je pense pas que ce soit les deux qui pèsent le plus sur le jeu parisien. Je pense que, par exemple, l'animation à droite est beaucoup plus importante avec Achraf Hakimi qui attire le ballon, bien évidemment. J'ai 5% de batterie, c'est génial. Sur le papier, je pars avec Kylian Mbappé. Sur le côté droit, pardon. Kylian Mbappé, merde, je l'ai étiré. Messi, donc, dans l'axe, et Kylian Mbappé sur le côté droit, sur un côté. Bon, ça, c'est officieux. De manière officielle, il y aura évidemment sur le terrain des permutations. Pourquoi ? Parce que, évidemment, Mbappé réussira à se connecter avec son pote Achraf Hakimi. On sait que c'est une relation qui est saine. Qui est saine. Il ne cherche pas à s'isoler. Ils ne cherchent pas à s'isoler tous les deux jusqu'à en devenir toxiques et privilégier les circuits entre les deux, à la différence d'un Mbappé-Neymar à un moment ou un Neymar-Messi aujourd'hui. Bref, Messi qui décrocherait donc en faux numéro 9, un rôle qui lui réussit très bien, bon, pas sur les couleurs du PSG puisqu'on l'a jamais vraiment vu là-dedans. Je pense qu'il faut quelqu'un entre les lignes, voilà, disponible entre les lignes, capable aussi de se retourner, d'être un danger pour l'adversaire. Messi, je pense que c'est ce qui se fait le mieux au monde aujourd'hui dans ce registre-là. Et surtout pour permettre à Kylian Mbappé d'attaquer vraiment la surface comme ça. D'attaquer la surface comme ça. Au PSG, tu peux t'arrêter sur la largeur. Ouais, courir, super, mais le but, par contre, tu le marques pas au point de corner. Et je trouve aussi que les courses vraiment vers la surface, il faut les privilégier. Ça, on le voit pas beaucoup, tu vois. J'aimerais le voir beaucoup plus. J'aimerais que le PSG travaille là-dessus. Hop là, les courses vers la surface et je prends Kylian Mbappé pour faire ça demain. Bien sûr, ça peut permuter. Mbappé, hop, qui vient dans l'axe pour prendre la profondeur. Messi qui attaque évidemment, bon bah voilà, le demi-espace, voire même Messi et Mbappé, bon, tous les deux devant. On sait tous que Mbappé est bien mieux en pointe lorsqu'il est à côté d'un autre joueur, lorsqu'il gravite à côté d'un autre attaquant. Draxler derrière, ou ça peut être Draxler et Mbappé devant, Messi. Bref, voilà pour la disposition. C'est vraiment ce que je privilégie demain pour ce match contre Leipzig. Donc ce 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Verratti, Herrera, Gay, Draxler, Messi en faux numéro 9 et Kylian Mbappé. Voilà pour cette composition, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je range la tablette, je suis désolé du petit désagrément. J'espère que ce sera cool à regarder et que vous comprendrez. Je suis déçu parce que j'étais content de ma petite innovation avec mes pastilles. Et au final, la tablette qui ne marche pas. Je vais essayer de résoudre ça pour la prochaine vidéo avec une palette. Allez, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Très bonne soirée. Ciao.